Notre invité François Baroin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez une histoire sentimentale chez Albin Michel. C'est l'histoire de votre amour pour les communes de France. Vous êtes président de l'Association des maires de France. Nous allons évidemment revenir sur votre livre, Les maires au cœur de la République. C'est le slogan cette année, les maires au cœur de la République. Discours d'Emmanuel Macron à 15h, il revient. À 15h tout à l'heure. Nous avons la République en partage. C'est ce qu'il dit et c'est ce que vous dites ? Bien sûr, il est président de la République, il est en charge de l'essentiel. Il est le garant de nos institutions et donc de la nature de notre régime républicain. Et dans ce livre, qui est un livre d'histoire, qui est une passion, comme la vôtre, comme celles et ceux qui sont de quelque part, et c'est une fierté d'être de quelque part, je montre que depuis la Révolution, au fond, la République, le régime républicain repose sur deux murs porteurs de poutres faîtières que sont l'État et la commune. Et les fantassins de la République, cette petite patrie du quotidien, du coin de la rue, c'est évidemment dans la commune qu'on le trouve, et les maires sont les fantassins de la République, et donc sont naturellement la garde nationale du président de la République. Je lui dirai d'ailleurs cet après-midi. La garde nationale du président de la République. Emmanuel Macron, qui condamne le nihilisme de la violence, qui a perverti le mouvement des Gilets jaunes, il condamne aussi les voix qui se taisent et deviennent complices. Vous aussi ? Oui, on voit à peu près ce qu'il veut dire. Le nihilisme, c'est pour les contre et contre les pour. C'est-à-dire, on renverse la table, ça nourrit les populismes sur le plan politique et ça donne le sentiment, au fond, que tout est permis. Moi, je considère que la République a le droit de se défendre. Mais l'ordre public, c'est de la responsabilité de l'État. Oui. Si on prend la responsabilité du maire, c'est la tranquillité du voisinage. Oui. Ce qui se passe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des basculements de violence inacceptables qui détruisent nos villes. Il faut bien voir que aucun maire ne peut accompagner un mouvement qui fait que constater au jour le jour la détérioration, l'effondrement du commerce. Donc voilà, l'expression, la liberté de l'expression et en même temps l'ordre républicain, c'est aussi cela qui permet de garantir la première des libertés. Il est assuré, cet ordre républicain, en ce moment, dans notre pays ? Il est difficile, mais c'est un exercice complexe et il faut faire confiance aux professionnels. Oui, non mais c'est vrai. Non, mais je vous pose une question directe, est-il assuré, oui ou non ? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui disent que nous vivons dans presque une dictature. J'entends la France insoumise qui nous parle de milice lorsqu'elle parle de la police. Est-ce que l'ordre public est assuré aujourd'hui dans notre pays ? On ne peut pas parler de milice quand on parle de policiers. On doit être aux côtés de nos policiers. Ce sont quand même des hommes, des femmes, des fonctionnaires, des agents qui consacrent par passion leur vie professionnelle au service de la sécurité qui est la première de nos libertés. Donc par construction, par définition, et surtout dans ces moments de grande violence, on doit être aux côtés de nos policiers qui nous défendent et qui nous protègent. Est-ce que tous les policiers municipaux doivent être armés, François Baroin ? Alors, ça c'est une décision du conseil municipal. La position des maires de France, c'est le conseiller souverain, ce sont des gens qui sont élus, on n'est pas des agents de l'État, on n'est pas des fonctionnaires, on n'est pas des filiales de l'État. Alors, chacun décide. Chaque maire propose à son conseil de dire si c'est armé ou pas. On est dans une période où la menace est permanente, pas la menace de la violence du quotidien, la menace terroriste ou autre. Il est difficile d'imaginer d'avoir des gens en uniforme, donc des cibles potentielles, sans avoir des protections. Ça fait partie des revendications des syndicats de police municipale et nous les soutenons. Pourquoi dites-vous que les Gilets jaunes ont fait du bien à Emmanuel Macron ? J'ai lu cela. Dites-moi. Oui, c'est un curieux paradoxe, mais on aime bien tourner autour de ces idées. Au fond, ça a été très violent et on est passé à ça, de la catastrophe. Tout le monde a encore en mémoire l'Arc de Triomphe, au fond la République a été dévisagée et tout cela a tourné dans le monde. Il était à l'étranger, il est revenu, il a constaté, il a fallu mettre en place une idée originale qu'on a trouvée originale, qui était cette affaire du grand débat. Elle n'était pas facile, elle n'était pas évidente. Il s'est appuyé sur les maires. Vous avez hésité, il y a dans votre association des maires qui ne voulaient pas du grand débat. Vous êtes parti dans le grand débat. Moi, je considère que quand l'essentiel et l'intérêt général du pays est en cause, il faut évidemment faire corps avec nos institutions. Le président est une institution la plus importante et d'une certaine manière, on a fait corps avec lui pour soit jouer le rôle de facilitateur, ce qui a été l'immense position de tous les maires de France, pour au fond être à la disposition des administrés et remonter les revendications. La seule difficulté ou la seule hésitation, elle était au fond sur la nature des questions. Toutes les questions qui étaient posées n'étaient pas pour le maire. Les questions étaient plutôt pour l'État. La fiscalité, la CSG, l'augmentation de la taxe sur le carburant, les 80 km/h, c'est pas le maire. Mais nous sommes là lorsque l'essentiel est en jeu. Et nous avons été là lorsque le président de la République nous a demandé d'être facilitateur ou animateur de ce grand débat. Est-il vrai que vous l'aviez prévenu du risque avant les Gilets jaunes ?
J'avais dit, ça m'avait été reproché par l'Élysée à la sortie de septembre. Au fond, à force de réduire les moyens pour financer les services publics de proximité, pour soutenir l'investissement dans les territoires, constatant quand même que l'histoire est dans la géographie, c'est ce que je dis dans ce livre, la moitié des Français vivent dans des communes de moins de 10 000. Vous avez autant d'habitants dans les communes de moins de 500 habitants que vous en avez dans les communes de plus de 100 000. Et j'avais dit, si ça continue comme ça, à force de mesures, les emplois aidés, l'APL, les dotations, ça finira en jacquerie. Ça m'a été reproché, c'était en septembre. Vous n'ajoutez rien. Déficit du système de retraite entre 8 et 17 milliards d'euros dans 5 ans, en 2025, c'est ce que dit le corps. 2025, c'est la date d'entrée en vigueur du futur régime universel. Il faut la faire, cette réforme des retraites, François Baroin, ou pas? Il faut aller au bout. Il faut du courage, il faut de la détermination. Vous demandez au gouvernement et au président de la République d'avoir du courage? Oui, enfin, il est là que depuis 2 ans. La problématique des retraites date objectivement des années 80, lorsque le président Mitterrand a voulu, un peu par doctrine, et pour respecter son engagement de campagne, ramener l'âge de la retraite à 60 ans. Nicolas Sarkozy, j'étais membre de son gouvernement dans la période de crise financière, a ramené à 62 ans, mais la problématique de notre système par répartition justifie une réflexion. Moi, j'ai toujours été partisan plutôt d'une mesure d'âge. Je ne suis pas contre le régime à points. Les deux peuvent se mêler. Ce qui est peut-être problématique dans la gestion du dossier, c'est de dire on discute pendant 2 ans et ensuite on ouvre les discussions pour se ramener à 2025 ou 2028. En tout cas, ce système par répartition, il est un héritage de la construction de notre pays depuis 1945 et il doit être protégé et préservé. Soit c'est l'âge, soit c'est les pensions, soit c'est un système global, mais voilà, je ne sais pas maintenant comment... L'âge, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler jusqu'à 64, 65 ans, peut-être plus. C'est la mère des réformes en matière de finances publiques, faut jamais l'oublier. Une mesure d'âge, c'est une mesure d'âge à 65 ans ou 66 ans, qui est difficile à entendre, mais en même temps qui est un allongement également de l'espérance de vie, ce qui est à peu près le cas maintenant dans tous les pays de l'Union européenne. Une mesure d'âge, ça rapporte 20 à 25 milliards. C'est plus d'un point de croissance. Si vous faites une mesure d'âge d'un effort collectif, avec un discours de responsabilité, alors vous avez peut-être moins besoin de faire d'efforts sur des prestations, la préservation de services publics en proximité. Donc vous avez un cadre général, et je pense qu'on ne peut pas discuter que du régime à points. Il faut une approche globale. Mais je le redis, mesure d'âge, c'est indispensable. C'est la mère des réformes en matière de finances publiques. C'est celle qui rapportera le plus, parce qu'au fond, c'est une contribution de chacun à l'augmentation de la richesse du pays et donc à une plus juste redistribution. Il n'y a pas de progrès social sans justice sociale et une réforme des retraites ne peut que s'envisager à l'aune du progrès social et de la justice sociale. Voilà une proposition qui convient bien à un futur candidat à la présidentielle de 2022, François Baroin. Il paraît que vous avez répondu 157 000 fois à cette question. Non, mais c'est vrai. À cette question, serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022 ? Vous êtes catégorique, c'est non ? Alors j'ai peut-être même répondu 157 000 fois, plus une depuis 25 ans. Ah bon, depuis 25 ans. Puisqu'au fond, à chaque fois que quelqu'un rentre en politique... Depuis 25 ans. Oui, depuis 25 ans. Je suis rentré en politique pour Jacques Chirac et j'ai fait 25 ans de politique. Il y a 2 ans, en ayant été très engagé dans ma formation politique, nous avons perdu. Emmanuel Macron est arrivé. Vous êtes mis en retrait même. Plus qu'en retrait, je veux plus de responsabilité partisane. Je viens ici à votre invitation et je vous en remercie parce que c'est le congrès des maires, parce que c'est le dernier congrès de ce mandat, parce que nous avons des choses à dire. Vous ne répondez plus à des invitations en tant que membre des Républicains. Je veux plus. Non, ça non. J'aide mon ami Christian Jacob. Oui. Mais cette question-là, elle est extraordinairement personnelle et il y a plein d'autres possibilités de dire des choses. Un livre, une contribution, une expression, répondre à Bourdin, que d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Mais vous êtes catégorique, c'est non. Je dis que... D'abord, les gens qui nous écoutent se disent mais qu'est-ce que c'est que cette question Le poste n'est pas ouvert. Emmanuel Macron est président de la République. Il sera ouvert dans 2 ans et un peu plus. Oui, mais alors dans ce cas-là, il sera ouvert en 2022, puis il sera peut-être ouvert en 2027, et puis après il sera ouvert en 2032. Vous n'écartez pas cette hypothèse. Je vous demande pas si vous serez candidat ou pas. Je vous demande simplement si vous écartez ou pas cette hypothèse. Parce que vous pourriez vous dire non. Vous pourriez vous dire non, je ne serai jamais, ça ne m'intéresse pas. Devenir président de la République ne m'intéresse pas. Puis vous pourriez vous dire peut-être si les circonstances s'y prêtent. Il
faudra des circonstances tout à fait exceptionnelles pour répondre positivement à une question de cette nature. Ce qui m'intéresse, c'est le débat. J'ai encore la passion de la politique. J'adore cet enracinement local et travailler au développement d'une ville, et j'adore porter ce combat des territoires. Ensuite, l'évolution du pays. Où en sera-t-on dans 2 ans? Ce que je sais en revanche... Vous n'écartez rien, quoi. Non, le seul sujet qui justifie que l'on s'exprime, que l'on dise des choses pour faire réfléchir les gens, c'est que la dualité entre Macron et Le Pen, entre le Front National et J'allais vous en parler. Au fond, l'accepter sans rien dire, les bras ballants, dans un silence assourdissant, évoqué par le président Macron lui-même sur d'autres sujets, c'est accepter l'alternance. Et cette alternance, compte tenu de la situation de notre pays, des inquiétudes au bout du monde et d'une poussée des populismes qui dilate avec des forces centrifuges, tous nos modèles républicains et démocratiques justifient qu'on s'exprime. Après, les Français décideront. Oui, mais il faut donc un troisième homme ou une troisième femme, je ne sais pas, autour d'Emmanuel Macron. Qui puisse rivaliser avec les deux. Vous ne voulez pas de cette dualité. Vous parlez à un gaulliste. Nous sommes une famille politique que je n'ai jamais quittée, à laquelle je dois beaucoup et à laquelle je veux rendre, qui a beaucoup servi le pays, qui a gouverné, qui a produit plusieurs présidents de la République, mais qui est sorti effondré de ces dernières présidentielles. On a perdu 2 présidentielles. Tout est à recommencer. Comment imaginer parler de l'incarnation si on ne parle pas du fond? Comment imaginer être sincère? C'est évident. Comment imaginer être sincère si on faudra un candidat de votre famille politique, évidemment. Il faut d'abord se rassembler, il faut ensuite travailler sur l'évolution du pays et essayer d'apporter des réponses. L'incarnation viendra. Et elle viendra, je dirais pas peu importe qui, mais l'incarnation viendra le moment venu. On prête cette phrase à Nicolas Sarkozy, puis je vais passer à autre chose. On prête cette phrase à Nicolas Sarkozy. La présidentielle, c'est déjà difficile quand on y pense matin, midi et soir. Alors quand on n'y pense qu'un jour sur 2, 3 points de suspension. Pensez à vous. Je ne sais pas, il faudra lui poser la question. En tout cas, moi, j'y passe pas matin, midi et soir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah bon, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il est dernière question, puis je vais passer, la transition est claire. Est-il indispensable d'avoir exercé des fonctions locales avant d'entrer à l'Élysée? Il me semble qu'Emmanuel Macron a fait la démonstration spectaculaire du contraire. Du contraire. Oui, mais c'est regrettable. Je pense qu'on peut être un très bon président de la République sans avoir été maire. D'ailleurs, heureusement, j'ai la faiblesse de considérer qu'être maire, c'est la meilleure et grande école politique parce qu'elle vous pousse, au fond, à vous élever au-dessus de votre engagement militant, parce qu'elle vous pousse à produire des consensus, elle vous pousse à l'humilité, à l'efficacité. Vous êtes à l'écoute, et c'est de très loin, et tous les gens vous le diront, c'est le mandat le plus humain. Vous êtes au cœur de l'humanité, vous touchez à tout, au social, à la culture, au sport, à l'urbanisme. Vous réfléchissez à un développement de territoire, vous produisez des services publics, vous rendez compte régulièrement, vous rendez compte. J'ajoute que c'est un modèle budgétaire qui est précieux et fécond, puisque on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour du fonctionnement. Donc c'est quelque chose qui touche à la fois à la gestion, à la nature presque d'un chef d'entreprise, et au cœur de cette humanité où on aide les plus fragiles. Vous parliez de très bon président de la République. Emmanuel Macron, c'est un très bon président de la République? Non, je répondais à votre question sur le point de savoir mais si on peut être président de la République sans avoir été maire. Oui, parce que président de la République... Mais c'est un très bon président de la République? Il essaye de faire dans cette période, c'est difficile. C'est difficile. Pour lui, comme pour n'importe quel autre, c'est difficile aujourd'hui de diriger des démocraties, et c'est difficile de garder le cap. Ce qui est sûr, c'est que ça l'est encore plus quand on considère dans un vieux pays comme le nôtre. Ce livre en est une démonstration supplémentaire qui s'est constituée souvent du local pour que l'État central se l'approprie. C'est difficile de considérer que la fédération des volontés locales n'est pas plus importante que la concentration dans les mains d'un pouvoir très centralisé. Il doit évoluer là-dessus. Cette ultra-centralisation n'est plus de mise et n'est plus dans l'air du temps. Et il doit écouter le message que nous portons sur plus de liberté locale. Il doit ouvrir le jeu sur cette décentralisation. C'est ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire. Dans votre discours, c'est ce que vous allez lui dire? Oui, je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Oui, j'imagine, mais... Je le dirai dans le discours. Bien sûr, je pense qu'un État qui a 100% de dette ne peut plus avoir l'ambition, je dirais même la prétention, d'être présent partout, en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, parce qu'au fond, en voulant cette ambition, il amplifie les handicaps et il paralyse d'une certaine manière nos territoires. Et vous ajoutez, l'État ne doit pas supprimer les impôts qui ne sont pas les siens. Je vais y revenir, hein, c'est cela, François Baroin. C'est tellement facile. Oui, mais je vais revenir aussi sur ce chiffre. 60% des maires estiment que la situation financière de leur commune s'est améliorée depuis le début de leur mandat. C'est un signe positif, ça? Parce que ce sont des bons gestionnaires, parce qu'à force de leur avoir demandé des efforts, on a... Mais tant mieux, alors. Oui, sauf qu'à quel prix? C'est 16 milliards en moins
globalement, de dotations qui ne sont pas des subventions, c'est 25% en moins d'investissement public. Oui, mais la situation financière de leur commune s'est améliorée. C'est ce qu'ils disent. Elle s'est améliorée parce que, comme je vous le disais, on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent pour financer du fonctionnement, embaucher inutilement. On n'a pas le droit, naturellement, d'avoir plus de perspectives de dépenses publiques que le transfert de l'argent de l'État vis-à-vis des collectivités locales. Et ensuite, ce sont des bons gestionnaires, ce sont des gens sérieux. Et on rend compte aux chambres régionales des comptes, et on rend compte aux électeurs à l'échelle du mandat. Mais les conséquences de cet effort supplémentaire, et au fond de cette amélioration de la situation de nos communes, ça a été moins d'argent pour les services publics, et ça a été moins d'investissement, moins 20 à 25% d'investissement public en moins. Ce sont les communes, les départements, les régions qui portent l'investissement public. C'est plus l'État. Et s'il y a eu ces mouvements sociaux très importants autour de cette présence, c'est que la conséquence directe de cette amélioration des comptes, c'est effectivement un peu moins d'argent, globalement, à l'échelle du territoire, sur toutes les prestations que les contribuables usagers du service public sont en droit d'attendre. J'ai une question qui est en débat actuellement. Qui doit avoir les compétences sur l'eau et l'assainissement ? La commune ? La communauté de communes ou la communauté d'agglomération ? Et ça, c'est un sujet incompréhensible. Nous avons eu un engagement du président de la République qui est venu il y a 2 ans en disant « J'entends votre message, je suis à votre écoute ». La commune, je le disais, c'est la cellule de base. L'intercommunalité, elle est une structure d'un bassin plus large de rassemblement de communes sur quelques compétences. Mais pourquoi interdire à un maire, s'il a envie d'ouvrir ou fermer le robinet, de pouvoir le faire ? J'ajoute que l'eau, c'est vraiment le cœur d'un sujet d'avenir. Vous savez que dans nos départements et dans beaucoup de territoires, il va falloir réinvestir beaucoup pour aller rechercher l'eau et la rendre potable dans des nappes phréatiques qui descendent 15, 20, 30 mètres. Ça va être des gros investissements. Le maire est responsable de beaucoup de choses. Et il est notamment responsable de la qualité de l'eau qu'il distribue en partie à ses administrés. Donc le maire veut exercer cette responsabilité. Donc il faut clarifier cette situation. Il y a un débat à l'Assemblée. Le président de la République a pris un engagement. Je l'ai évoqué encore la semaine dernière avec lui. Je lui fais confiance pour l'évoquer cet après-midi. 3-4 questions comme ça pour terminer. Est-ce que vous demandez l'interdiction des listes communautaires ou communautaristes ? Respect du principe de laïcité dans la charte de l'élu local, c'est ce que propose Bruno Retailleau. Oui, j'ai du mal à avoir beaucoup d'avenir sur ces listes. On a le droit d'avoir une ferveur, une espérance. Elle représente peu. Je considère qu'on parle trop de religion dans le débat public. Et trop mais beaucoup trop. Enfin, je veux dire, on est. Je rappelle que vous êtes 2004, la loi, c'était vous, sur l'interdiction du voile dans les services publics à l'école. À la demande de Jacques Chirac. À la demande de Jacques Chirac. Et je me souviens. J'avais organisé un travail qui avait produit un rapport et qui avait abouti, 1, à la commission Stasi, 2, j'avais été en effet le premier à proposer l'interdiction du voile à l'école. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sereinement sur ces sujets. La neutralité du service public, c'est pas que le voile d'une accompagnante. La neutralité, c'est pas d'effigie politique, pas de représentation syndicale. La neutralité, c'est on se tient à égale distance au fond de toute forme de pression. C'est vrai pour les consciences en formation que sont nos enfants. C'est vrai pour une certaine idée qu'on a du service public. Et c'est un espace du service public qu'il faut peut-être redéfinir. Les listes communautaires, elles ont au fond assez peu d'avenir. Parce que je le disais, un maire, il rassemble. Et il va pas rassembler uniquement sur sa ferveur ou sa propre espérance. Interdiction du voile ou du foulard dans la rue, c'est ce que demande Marine Le Pen. L'État, dans une république et le grand pays des libertés, va pas filer ou fixer un dress code dans la rue, qui est des débats d'une autre nature, sur les complexes sportifs, sur les piscines, sur les médiathèques, sur les mairies annexes, sur les hôtels de ville, sur les salles de débat. Ça, peut-être... Sur les sorties scolaires. Aussi, bien sûr, c'est un sujet. Les accompagnants bénéficient d'une protection au titre du Code de l'éducation nationale. Il y aurait donc peut-être une continuité ou un parallélisme des formes. Interdire le foulard ou le voile. En tout cas, le dire comme ça, c'est peut-être un peu brutal, mais nous avons formulé des propositions qui seraient de remettre en place une commission style Stasi, comme l'avait fait le président Chirac. C'est ce que vous demandez, la remise en place d'une commission. Oui, parce que je pense qu'il faut aborder sereinement tous ces sujets. Demandez au président de la République. Nous l'avons demandé, je le redemande. Je pense que ce serait bien pour lui de reprendre cette idée, qui n'est pas une idée politique, transpartisan, et pendant 6 mois on travaille à livre ouvert, posant toutes les problématiques que les maires rencontrent chaque jour au coin de leur rue et dans la notion d'accompagnement du principe d'une république laïque, et de voir ensuite quelles sont toutes les problématiques. Mais les problématiques ne sont pas que d'ordre d'application de la laïcité. Lorsque par exemple le voile intégral a été dans la rue, il n'a pas été au titre de la laïcité, il a été au titre de l'ordre public et de la dignité de la femme. Merci François Baroin. Une histoire sentimentale, c'est Albin Michel, François Baroin, notre invité ce matin sur RMC BFM TV. Merci beaucoup.